la police qui m'a aidé à m'en sortir. Le jour où ça a vraiment dérapé fort, j'étais en mode survie. J'ai trouvé une façon de crier parce que je me suis dit, Alice, tu vas canner là. Moi, je voulais être archéologue, parce que j'étais passionnée d'Égypte ancienne. Pendant longtemps, ce projet-là me tenait à cœur. Et il y a un truc qui a fait que j'ai pas fait cette carrière-là. J'avais abandonné de résoudre ce problème. Je vivais avec, en fait. Et puis, un jour, ça allait plus loin. J'ai eu un huissier chez moi en me disant qu'on me demandait euros. Je pourrais mentionner aussi plein de coups durs, mais les coups durs dans ma vie, c'était vraiment des coups durs personnels, quoi. J'ai été harcelée pendant 5 ans par... Et c'est un harcèlement qui allait extrêmement loin, c'est-à-dire qui a touché tous les aspects de ma vie. Et puis j'ai vu passer une opportunité pour faire 3 jours dans un incubateur de start-up. Et c'était 3 jours de bootcamp avec un projet entrepreneurial. Je fais ce truc, et là ça me retourne la tête, quoi. Donc Élise Ripoche, bonjour. Salut Sébastien. Merci d'être sur le podcast. Merci à toi pour ton invitation qui me fait hyper plaisir. Eh ben écoute, c'est un plaisir. La dernière fois, on a eu la chance de le faire dans l'autre sens. Et Ouais. merci pour ton interview. Et merci pour ta confiance pour être là aujourd'hui. Et vraiment curieux de commencer par en savoir un petit peu plus sur toi finalement. Et ton origine, d'où tu viens, un petit peu ton parcours entrepreneurial. Ok. Alors c'est une très grande question, là il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est ça. À quel point mon origine, moi je suis originaire d'un milieu ni riche ni pauvre. On a toujours eu ce qu'il faut. Mais la référence que je me donne, c'est quand on allait au restaurant, c'était quand même un événement, tu vois. Voilà, ça c'est mon origine. Ma maman était prof de maths et mon père ingénieur commercial. Je sais pas si je réponds correctement à cette question. Toute réponse est correcte, donc c'est bon. L'important c'est ce qui ressort pour toi. Ouais. Voilà. Bah ouais, c'est ça mon origine. Hein. Et après, je serais curieux d'aller savoir un peu, peut-être quand tu étais assez jeune, peut-être dans les 5-7 ans, quelles étaient les aspirations que tu pouvais avoir, que tu t'imaginais faire quand tu étais grande. Alors moi, je déteste, je consomme beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat et tout ça. Je déteste quand les mecs te disent, alors moi, quand j'avais 6 ans, je faisais déjà du business dans la cour de récré. Mec, non, alors moi je veux pas te répondre ça. Hein. Ah non, pas du tout. Moi je voulais être archéologue. C'est parce que j'étais passionnée d'Égypte ancienne. Alors à 5-7 ans peut-être pas encore, mais pendant longtemps ce projet-là me tenait à cœur. Jusqu'à ce que en collège, en 3e, tu sais, on a un stage d'1 semaine pour découvrir le monde du travail et tout ça. Ouais. Et du coup, je pense que mes parents m'ont aidé, ou ma mère m'a aidé à l'époque à trouver ce stage. Pas loin de chez moi, il y avait un chantier d'archéologie. Donc j'ai pu participer à ce chantier, hyper intéressant. Je voyais du coup, proche de chez moi, mon métier rêvé. Alors on n'était pas en Égypte, tu vois, mais c'était quand même cool. Et il y a un truc qui a fait que j'ai pas fait cette carrière-là, entre guillemets, c'est que j'ai posé la question de l'argent. Et j'aurais dit, mais alors vous arrivez à vivre de votre travail, etc. Et moi, il faut savoir que depuis que je suis très petite, je me suis toujours dit, il faut que tu puisses subvenir aux besoins de ton foyer. Même si ton conjoint a... J'ai développé très vite une sorte de phobie du chômage, qui m'a joué des tours d'ailleurs par la suite dans ma vie de salarié. Et je me suis dit, ok, si un jour ton conjoint est au chômage, il faut que tu puisses subvenir aux besoins du foyer, c'est hyper important. Donc j'avais cette inquiétude de trouver un job qui me permettrait de, au besoin, faire vivre tout mon foyer. Et donc là, la personne m'a dit, bon alors... Pour l'argent, en tant qu'archéologue. On cherche toujours, on creuse. C'est ça, exactement. C'est pas simple, il faut être sur des missions. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... faut être mandaté apparemment sur des chantiers. Enfin, c'est pas simple, tu vois. Et puis, ils peuvent avoir des longs mois sans rien. Et puis après, t'es payé quand tu trouves un chantier. Donc, bon, j'ai compris que ça allait pas être pour moi, ça. Ouais, grosse incertitude, finalement. Financière. Sur les revenus, quoi, financière. Ouais, exactement. Donc, je me suis dit, bon, bah, non, c'est pas pour moi, ça. Et puis j'ai cherché et j'ai commencé à découvrir tout ce qui était marketing. Et c'est vers ça que je me suis orientée. À la base, je voulais faire du marketing. Quand j'ai postulé à l'école de commerce dans laquelle je suis rentrée par la suite, j'ai postulé avec un projet de marketing.
marketing produit, même très précisément. D'accord. Ouais. Et ça consiste en quoi? Le marketing produit, c'est s'assurer qu'on a un produit qui matche avec les souhaits des clients, travailler l'adéquation entre les attentes clients et la prestation ou le produit, tu vois. Et en 2 mots, donc comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui découvre ce sujet? À quelqu'un qui découvre le sujet, je dirais que on s'assure de répondre aux besoins des clients quand ils utilisent le service ou le produit, en améliorant le dit produit ou le dit service. Ça répond à ta question ou pas? Oui, Exactement. à peu près. Je serais curieux d'aller savoir un petit peu plus comment tu vas identifier. Est-ce que tu vas juste demander au client c'est quoi le problème et comment tu ferais différemment? Mais la première chose qui me vient en tête, c'est un peu Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients, ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides. Ouais, Donc, complètement. comment Complètement. t'as appris à adresser ça finalement? Alors, en fait, c'est pour ça que je suis très vague dans ma réponse. Je vais pas du tout pousser le projet après. Ok, d'accord. C'est-à-dire que j'ai présenté ça pour rentrer dans l'école de commerce. J'y croyais vraiment. Hein. Ouais. Après, j'ai fait les 3 années de socle commun, qui sont d'ailleurs assez riches dans cette école parce que ça nous permet de couvrir tous les métiers de façon généraliste. Et après les 3 années d'école de commerce, on nous dit ce sur quoi on veut se spécialiser. Et là, moi, je me suis dit non. En fait, marketing, c'est clairement pas pour moi. D'accord. Et il y avait une spécialisation en revenu management. Et là, je me suis dit, ce truc-là, ça, c'est pour moi. Ok, donc déjà là, c'est Déjà, marrant parce qu'on retombe finalement sur ce sujet financier, Ouais, de relation à l'argent. Et c'est top, il Ouais, n'y c'est a rien. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que ce qui me plaisait dans le revenu management, c'était plutôt le côté maximisation, tu vois, amélioration, peaufinage. T'as beaucoup de revenus managers. Alors, peut-être ça fera peur les gens qui nous écoutent, mais il y a beaucoup de revenus managers qui aiment ce métier parce qu'il y a un côté gamifié. C'est-à-dire que tu mets en place des actions, tu vois tout de suite les résultats. En location saisonnière, c'est un peu moins rapide parce qu'on va voir les résultats dans un délai de 2 à 3 jours. En hôtellerie, on voit les résultats dès le lendemain. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, on met en place un truc, le lendemain, clac, on sort nos résas, on appelle ça les pick-up, et on regarde comment ça a bougé. Et donc, c'est un métier qui est extrêmement gamifié, tu vois, par nature, et qui, du coup, souvent, c'est ça qui attire les gens qui se tournent vers ce métier-là. C'est un métier pour les impatients. C'est ça qui est magique. Je plaide un peu coupable sur l'impatience, et du coup, c'est ça qui est chouette. Ça bouge tout de suite, quoi. Ah, c'est top. Ça me fait un peu penser aux réseaux sociaux où justement t'as cette dopamine parce que Un peu. T'as l'effort et le réconfort, ou la récompense tout de suite finalement. Ouais. Et c'est un peu la même chose de ce que j'entends. C'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Il y a ce côté dopamine probablement. Et comment ça a évolué Ravi que tu nous parles un petit peu plus de l'évolution. Donc après, spécialiser plus dans le revenu management. Ouais. Et ça t'a amené à quoi alors? Alors, spécialisé dans le revenu management, ça m'a amené, après les études, Alors, c'était la belle époque, j'avais le choix entre 3 postes dans le domaine. Dans notre métier, il y a toujours eu plus d'offres, de postes que de candidats. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que il y a des périodes de l'année où quand même on se bat tous un peu pour les candidats. Donc, il y avait 3 postes et j'ai choisi... j'allais dire paradoxalement, mais c'est peut-être pas paradoxal, je sais pas, j'ai choisi le poste qui avait en fait finalement pas celui qui avait le plus de responsabilités. J'ai préféré commencer avec un poste d'analyste junior en me disant en fait j'ai le métier à apprendre, donc je préfère commencer comme ça. Et parce que j'avais la possibilité sinon de créer un service revenu management dans une belle entreprise en plus qui n'en avait pas du tout, et je me suis pas senti les épaules au démarrage. Donc j'ai commencé comme ça dans la publicité. Où j'étais analyste junior, donc je déterminais des prix pour des espaces publicitaires. D'accord. C'était chouette. Ça a duré 2 ans et demi. Et après ça, je suis partie en hôtellerie où je faisais la même chose pour une place d'hôtel. J'optimisais 13 hôtels, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur Paris-Ouest pour la société Louvre Hôtel. Donc c'était des Kyriades, Campanile. J'avais fait plus de 23% de croissance de chiffre d'affaires sur les hôtels. J'étais pas peu fière. Ah, c'est beau. Je me souviens bien du chiffre encore, tu vois. C'est beau, je me rends pas de compte en général de quelles sont les marges dans lesquelles vous opérez. Mais... Pour les hôtels, en général, c'est 5-6%. Tu vois, ah oui. De croissance de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Ah oui, donc 23% d'augmentation, là t'es à x4 par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est énorme. Mais aussi parce qu'on était à une époque où en fait on mettait en place les méthodologies du revenu management. Donc c'était aussi hyper favorable à ça, tu vois. On pouvait faire vraiment des belles croissances.
Parce que sinon, en hôtellerie, c'est des croissances qui sont beaucoup plus petites. Et après, je suis devenue manager dans une autre entreprise. On m'a proposé là de manager l'équipe RM pour le concurrent de ma première entreprise, donc de nouveau publicité. Ouais. Et ça, je m'étais toujours dit, le management, ça m'intéresserait beaucoup, quoi. Ça, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Et voilà. Et puis après, je suis allée chez Club Med, mon dernier poste en tant que salarié. Voilà. Là, Club Med, y a passé quelques années quand même. Hein. Ouais, Club Med, j'y ai passé entre 2 et 3 ans. Et j'étais responsable de l'équipe Europe-Afrique. Donc j'avais une équipe de 15 personnes et on optimisait les 37 villages Europe-Afrique du Club Med sur la partie revenu management. Donc c'était un portefeuille de 800 millions d'euros. Et on maximisait, on faisait le revenu management de ces villages vacances, villages Club Med. Là, c'est intéressant parce que tu as déjà marié ces deux passions, j'ai envie de dire, de revenu management et de management. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais. C'est vrai que ça m'a donné, je pense, une longueur d'avance sur la partie entrepreneuriale parce que dès lors qu'il fallait travailler avec une équipe, le management, pour moi, c'était pas du tout nouveau. J'avais déjà une équipe... En fait, j'avais déjà eu chez Club Med une équipe avec des managers. C'est-à-dire que j'étais manager de manager. Ok. Et mes managers avaient... parce qu'à 15 personnes, je pouvais pas avoir 15 personnes 15 rattachées direct, c'est vrai que c'est un peu, directement à moi. c'est beaucoup, ouais. Ou alors, j'aurais fait n'importe quoi. Parce que, du coup, c'est impossible. Ouais. Et donc, j'avais déjà eu cette expérience de manager des managers ou manager des équipes. Donc, ça m'a aidé. Super. Ouais, c'était très formateur. Et après, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de devenir... Entrepreneuse, on dit enfin. Oh, je sais pas. Moi, je suis pas très carré sur ça. Je dis entrepreneur. Entrepreneur, ok. Mais ou entrepreneureux avec un E à la fin, okay. Je sais pas. Bonne question. Pour le coup, je sais pas. En tout cas, je serais pas offended si. Okay. Ouais, qu'est-ce qui m'a fait passer le cap je m'étais toujours dit. Mais même quand j'avais 30 ans, je me dirais, quand je serai grande, je serai entrepreneur, tu vois. D'accord. J'avais hésité un tout petit peu avec la spécialisation entrepreneuriat. Au moment de choisir le revenu management, ça m'avait déjà un peu chatouillé, tu vois. Et je m'étais dit, mais en fait, entrepreneur de quoi ? Entrepreneur de rien, Élise. Tu vas être entrepreneur de... Tu sais rien faire de tes 10 doigts, là. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Donc, mais bon, je sais maintenant que c'était une vision très limitée de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'était la vision que j'avais en ayant 23 ans, tu vois. Donc, je me disais qu'il fallait d'abord que je sache faire un truc de mes 10 doigts avant d'entreprendre, tu vois. Et bon, en tout cas, ça me chatouillait un peu. J'étais dans une époque aussi... alors, j'ai adoré mon travail chez Club Med. J'ai adoré l'entreprise. J'ai adoré mes managers. Même si c'était pas toujours facile, j'ai adoré les équipes. J'ai vraiment adoré cette période-là de ma vie. C'était aussi une période très dure parce que je travaillais énormément et du coup ma vie finissait par faire une sorte de boucle qui n'avait plus trop de sens. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup et j'avais des responsabilités qui me faisaient travailler beaucoup et qui me permettaient de bien gagner ma vie pour l'âge que j'avais à l'époque. Sauf qu'à cause du fait que je travaillais beaucoup, je devais faire des dépenses avec cet argent qui étaient simplement occasionnées par le fait que je travaillais beaucoup. Donc en fait, ouais, j'ai gagné bien ma vie, mais en fait, je dépensais pour faire des trucs parce que je travaillais beaucoup. Donc, ça n'avait pas de sens. Tu vois, par exemple, je travaillais tard, je ratais le dernier métro et je claquais 100 balles dans un taxi pour rentrer à la maison, tu vois. Ou j'avais pas le temps d'emmener mes affaires au pressing, donc je payais des services plus chers qui venaient le chercher, chercher les fringues et tout ça. Et je trouvais plus trop de sens aussi parce que mon métier, c'est de maximiser le chiffre d'affaires, qu'on faisait avec cœur et avec ardeur, mais pour qui, en fait, pourquoi, tu vois, pour un actionnaire majoritaire qui s'appelle Fosun, qui est un actionnaire chinois qui est très bien. Enfin, moi, je ne connais pas personnellement ce monsieur, mais je sais en tout cas qu'il a déjà beaucoup de moyens financiers et que maximiser le chiffre d'affaires de l'activité pour des actionnaires, ça m'animait moins. Tu vois, ça donnait moins de sens à... Je pense que j'ai fait une petite crise de la trentaine aussi, on va pas se mentir, tu vois, une petite crise de sens, quoi. Et je me suis dit, ces compétences-là, j'aimerais bien les mettre au service de vrais gens, tu vois, qui ont des vrais projets. Et je repensais à l'entrepreneuriat, qui me chatouillait encore. On a acheté notre résidence principale avec mon mari. Je suis tombée dans la marmite de l'immobilier. J'ai acheté des bouquins comme Adieu patron de Romain Caillé, tu vois.
Et je me suis dit, ok, là, c'est ce qu'on va faire. On va investir en immobilier. Je suis rentrée dans le domaine de l'immobilier. J'ai découvert que mes collègues investisseurs IMO, ils avaient les mêmes problèmes. Ceux qui faisaient de la courte durée, ils avaient les mêmes problèmes que je résolvais toute la journée chez Club Med. D'accord. Donc je me suis dit, mais attends, il n'y a personne qui leur parle de revenu management. C'est un truc de fou quand même, tu vois. Et puis j'ai vu passer une opportunité pour faire 3 jours dans un incubateur de start-up qui s'appelait à l'époque Paris Pionnière, qui s'appelle maintenant Willa. Et c'était 3 jours de bootcamp avec un projet entrepreneurial. Donc, je posais 3 RTT, je fais ce truc, et là ça me retourne la tête, quoi. C'est franchement. Tu dis quoi à ce moment-là là Je me dis, mais l'entrepreneuriat est un monde merveilleux, je veux faire ça. Tu vois. C'est ouf, chaque minute a été passionnante, tu vois. Vraiment, j'adhère tout de suite. J'adhère à tout. Je crois que j'adhère même à l'adversité du truc, tu vois. Ah. Et je me dis, ouais, je veux faire ça. Et il se trouve en plus qu'à la fin, il y avait un concours de pitch. On devait pitcher notre projet de start-up, qui n'était pas l'affiche complète d'ailleurs au début. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment le charisme d'une huître, quoi. Faut vraiment. Ok. Je visualise pas encore à 100%. Ouais, alors la métaphore est peut-être pas idéale, mais vraiment. Et en plus, à ce moment-là, je sais que j'ai un charisme tout nul. Parce que quand je prends la parole, avec le poste que j'avais, j'étais amenée à prendre la parole devant -2, -3. Ouais. Et notamment -2, quand je prenais la parole, il se détournait du truc. Il n'écoutait pas, tu vois. Je disais à ma boss, je lui dis, mais tu sais, il m'écoute pas quand je parle. Elle me disait, mais écoute, Lise, tu dramatises, machin. Et à une réunion, elle a observé, elle m'a dit, mais t'as raison, en fait. Et quand c'est toi qui parles, il fait autre chose. Wow. Et bon, tu vois, tout ça, c'était tout ça était à cette période-là. Ça a bien changé quand même. Donc, je te remercie. Je sais pas, mais en tout cas, je te remercie du compliment. Je prends. Ouais, c'est garanti. Je pense que pour le nombre de personnes qui écoutent ce que tu fais sur YouTube, sur les événements et autres, c'est garanti. Bon, bah merci. Et donc moi, je pars à ce concours de pitch avec ce truc-là, mais en me disant, Élise, tu vas le gagner le concours de pitch. Et j'étais tellement dedans, je me suis envoyé des mails avec mon texte en disant le pitch qui va gagner. Tu vois, c'était le sujet du mail. Yes. Et je me suis répétée, je me suis conditionnée, je me suis dit, Élise, tu vas gagner le concours de pitch. Mais avec l'énergie du désespoir. Tu vois, vraiment en me disant, façon, t'as tellement aucune chance que, franchement, donne tout, tu vois. Et donc, je fais le pitch et en donnant tout, et genre, magie, je gagne le concours de pitch. Mais vraiment, truc de fou. Et c'était tellement pour moi inattendu, j'avais les larmes aux yeux, je te promets. J'avais pas gagné les Jeux Olympiques du pitch, hein, simplement un petit concours de pitch à la fin d'un bootcamp, quoi. Ouais, mais à ton niveau pour toi, là, c'était vraiment quelque chose. C'était improbable. C'était vraiment, c'était la meuf qui a le charisme d'une huître qui gagne un concours de pitch, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, juste pour voir, c'est quoi cette émotion là? Parce que moi, ça me fascine d'aller zoomer sur ces petits moments de vie comme ça qui sont si forts pour une personne, quoi. C'est vrai que c'est quoi cette émotion? Cette émotion, c'était peut-être une revanche aussi un petit peu en moi, tu vois. Me dire, en fait, Élise, t'es capable, tu vois. Ouais. Ce truc que tu portes en te disant que t'as vraiment un charisme tout pourri et que quand tu parles, ta voix... tu vois, j'avais toute une ribambelle de raisons pour lesquelles, évidemment, j'avais un charisme pourri, tu vois. Ma voix est désagréable à écouter, j'ai pas une bonne élocution, et puis le fond est-il vraiment intéressant dans ce que je dis? Enfin, tu vois, j'avais vraiment réussi à établir une liste pour lesquelles, en effet, ça avait du sens de pas écouter ce que je pouvais raconter, tu vois. Et d'un coup, ça fait un peu péter tout ça, tu vois. De dire, en fait, putain, quand je me bouge, ça peut marcher, quoi. Faut que t'y crois, tu vois. Et ça matchait aussi avec ce truc de, quand je serai grande, j'entreprendrai, tu vois. Ce truc me faisait peur aussi. Et là, d'un coup, je venais de passer des journées extraordinaires. Je termine, je gagne le concours, alors que c'était pour moi inespéré. Truc de fou. Et alors, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans cette explosion complètement... je sais pas, énorme d'émotions. Mais bon, visuellement, j'étais pas dans tous mes états, tu vois. Simplement, j'avais un peu les larmes aux yeux. Ouais. Et là, donc, je parle de ça avec la personne qui m'annonce que j'avais gagné. Et la personne me dit, bravo, t'as gagné 6 mois d'incubation dans l'incubateur de start-up. Donc, hyper contente. Je me dis, tu vois, c'est une porte ouverte vers ce projet qui me fait rêver et tout ça.
Sauf que, en questionnant, je comprends que pour pouvoir bénéficier des 6 mois d'incubation, il va falloir que je sois à 100% sur mon projet. C'est-à-dire que je ne peux pas rester salarié et profiter des 6 mois d'incubation. Donc là, c'est vraiment, c'est la vie, c'est l'univers qui te met au pied du mur, tu vois. Vraiment, c'est ça. Enfin, moi, je l'analyse comme ça aujourd'hui, tu vois. Voilà. Maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Donc, je rentre chez moi complètement chamboulée. Je raconte à mon mari, je lui dis, alors déjà, truc de fou, j'ai gagné le concours de pitch. Mon mari est génial. Alors, il me dit, bah bien sûr que tu as gagné le concours. Ah, top. J'ai vraiment un gentil Super. mari. Et je lui dis, bon, par contre, voilà, j'ai gagné les 6 mois d'incubation, hyper cool. Mais si je veux en profiter, il faut que je sois plus salariée, en fait. Il faut que je sois à 100% sur mon projet. Et là, il y avait 2 scénarios. Hein. Et franchement, j'aurais respecté les 2 scénarios. Soit qu'ils me disent, en fait, non, en fait, ça fait peur. Soit qu'ils me disent, ben, vas-y. Et il m'a toujours dit, mais évidemment que tu le fais, en fait. Évidemment que tu quittes ton poste, que tu le fais, et évidemment que ça va cartonner, ce que tu vas faire. Wow. Et je lui ai dit un jour, franchement, même si un jour on devait se séparer, je garderai toujours une reconnaissance immense pour ce que tu as fait pour moi. Parce que je suis pas sûre que j'aurais eu le courage d'aller d'aller à l'encontre d'un avis hyper défavorable. Je sais pas, franchement, peut-être je me serais dit, bah c'est pas la bonne personne pour moi, je sais pas. Je sais pas ce qui se serait passé. En tout cas, ce que je sais, c'est que la réaction qu'il a eue a été une pierre de plus pour me donner la force. Ça, c'est sûr. Et à quel point son soutien au quotidien, j'ai envie de dire, là tu nous as donné déjà 2 exemples, mais sur tout ton parcours, même jusqu'à aujourd'hui, à quel point son soutien est important pour toi? Dans notre vie personnelle, son soutien, il est incontournable. C'est vraiment, c'est un, enfin, on est peut-être pas là pour parler de mon mari, mais c'est un mec. C'est la vie de l'entrepreneur. Oui, au c'est final, sûr, c'est sûr. Ah, c'est sûr que le choix de notre conjoint conditionne complètement l'évolution professionnelle qu'on va avoir. Ça, maintenant, j'en suis convaincue. Dans la vie personnelle, son soutien, il est incontournable. Dans la vie professionnelle, au début, j'ai eu cette désillusion parce que, en fait, il m'a beaucoup soutenue pour prendre la décision de quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Il m'a beaucoup rassurée sur des sujets même financiers, encore une fois. Tu vois, quand on se remet dans l'état d'esprit de la petite fille qui se disait il faut que je puisse subvenir aux besoins de mon foyer si jamais mon mari est au chômage, là, c'est moi qui allais être au chômage. Oui, là, donc ça, tu vois, ça chamboulait beaucoup de choses dans ma tête et c'était assez dur. Et sur tout ça, il m'a dit mais t'inquiète, je serai là, on trouvera des solutions. C'est pas... Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, là, j'ai été parfois triste de lui expliquer les challenges, les difficultés. Et là, on a d'un coup eu un gap culturel. Au début, ça a été dur. Et au début, je pense que quand on entreprend, ça peut être dur de réaliser ce gap culturel avec nos proches. Parce que très vite, quand on crée une entreprise, on devient un peu à contre-courant. Enfin, tu vois, à moins d'être entouré dans sa famille ou dans ses proches d'entrepreneurs, mais sinon, ce qui est le cas d'une grosse majorité d'entre nous, après, on recrée son réseau, tu vois. Mais au démarrage, on est plutôt entouré de salariés. Et les enjeux, les challenges qu'on rencontre, c'est pas que... quand je lui racontais, mon mari, il comprenait, évidemment, mais c'est pas la même chose quand on n'a pas été entrepreneur. Donc, en fait, après, j'ai fait le deuil de ça. Et maintenant, quand j'ai des galères, je lui en parle, mais j'ai plus cette attente-là. Je vais plus avoir des attentes sur des échanges avec des collègues entrepreneurs, tu vois. Ouais. Où là, on se parle de nos situations, on échange des idées, etc. Un peu en mode mastermind, tu vois. Mais je place plus cette attente-là sur mon conjoint. Mais je sais que si je lui raconte un truc, il va brainstormer avec moi, on va y réfléchir, tu vois. Super. Intéressant. Beau en tout cas d'avoir ce support et de savoir où trouver le bon support pour les bons sujets en fait. Ouais, de ce que j'entends. C'est vrai. Ouais. Et pas attendre les mauvaises choses des mauvaises personnes parce qu'on peut être déçu et en fait c'est pas juste finalement d'être déçu pour ça, tu vois. C'est bon. Et dans ton parcours, après on va revenir sur la suite finalement de ton histoire. Donc finalement tu as fait tes 6 mois d'incubation. Ouais, j'ai fait les 6 mois d'incubation. Ouais. Et peut-être pour revenir un petit peu sur ça et après j'aimerais bien aller creuser sur des sujets peut-être un petit peu plus challengeants de ton parcours. S'il y en a eu. Je sais pas s'il y en a eu.
J'ai l'impression que comme tout le monde, oui, j'ai plein de... Je pense que tout le monde... Je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde a eu un parcours, spécialement quand on est entrepreneur. On a tous eu un parcours fait de grosses galères, je sais pas. Mais... Donc peut-être brièvement sur cette incubation, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui en découle? Cette incubation, je l'ai fait sur un projet de start-up. C'était une plateforme de colocation pour les plus de 30 ans. Okay. J'avais identifié une niche de marché de toutes les personnes qui soit sont célibataires après 30 ans, soit des personnes qui sont divorcées par exemple, soit tous les parents solos qui peuvent avoir envie justement de pas forcément vivre seuls, de pouvoir partager aussi, si on prend l'exemple des parents solos, de pouvoir partager avec un autre adulte aussi les réalités du foyer et vivre comme ça plus en communauté. Ouais. Ou des personnes qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont célibataires et qui n'ont pas forcément envie de vivre pour autant solo dans un studio à Paris par exemple. Donc j'ai travaillé sur ce projet pendant les 6 mois d'incubation et ça a été très vertueux parce que je me suis rendu compte que je voulais pas faire ce projet. D'accord. Donc au moins ça a été quand même très utile. Et puis j'ai appris pas mal de choses sur l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que je voulais pas le faire parce qu'il fallait faire des levées de fonds. Et je sortais d'un parcours professionnel sur lequel je me sentais parfois un peu enchaînée à un rythme avec les réunions, les choses à faire, les choses à ne pas faire, etc. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un peu faire péter les chaînes, tu vois. Donc... Bon, j'ai retrouvé d'autres chaînes derrière, mais... mais du coup, faire des levées de fonds, tout de suite, ça m'a semblé comme, de nouveau, dépendre d'autres personnes, retrouver ce truc-là, et je me sentais pas prête, tu vois. Alors, toujours pas aujourd'hui, peut-être ça changera un jour, mais aujourd'hui... la levée de fonds, on est développé totalement en bootstrap, donc totalement autofinancé chez J'affiche complet. Et pour l'instant, je suis bien comme ça. D'accord. Et maintenant, combien de personnes chez J'affiche complet? Ouais. Aujourd'hui, donc 22 collaborateurs. D'accord, ah oui, belle équipe. Et on existe depuis 6 ans. Parce qu'en fait, quand je me suis dit, ok, ce projet-là n'est pas pour moi, le mois d'après, j'ouvrais les statuts de J'affiche complet. Parce que parallèlement à ça, tu vois, avec l'immobilier et tout ça, je m'étais rendu compte de ce besoin et je me suis dit, ok, non, c'est J'affiche complet que je dois faire. C'était ça. Ouais. D'accord. Voilà. Et sur ce parcours-là, tu vois, d'aller creuser maintenant un petit peu dans les phases les plus challengeantes, et tu disais que voilà, on a peut-être tous vécu ça, mais curieux de voir, en tout cas pour ton parcours, qu'est-ce qui a été les moments les plus durs finalement de... Ah oui, mais tu disais pro ou perso? J'ai envie de dire les deux, parce que je pense que les deux sont importants, et il y a certainement un peu des connexions entre ça. Mais curieux de voir de ton côté les moments un peu challengeants de vie. Ouais. En fait. Alors, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux raconter? Moi, c'est plus le perso qui m'a donné vraiment des gros coups. En fait, le travail, ça a toujours été ce qui a fonctionné, ce qui a tourné rond dans ma vie, tu vois. Après, je te dis pas que l'entrepreneuriat, c'est une promenade de santé pour moi. Hein. Loin de là, vraiment loin de là. Et il y a je pourrais mentionner aussi plein de coups durs, mais les coups durs dans ma vie, c'était vraiment des coups durs personnels, quoi. J'aurais dû réfléchir avant de venir. J'aurais dû savoir que t'allais me poser des questions comme ça. Par exemple, j'ai eu... J'ai été harcelée pendant 5 ans, par exemple, par quelqu'un avec qui j'étais en couple. Et quand j'ai souhaité que la relation s'arrête, lui a décidé que non. Et c'est un harcèlement qui allait extrêmement loin, c'est-à-dire qui a touché tous les aspects de ma vie. Tous mes comptes ont été piratés, comptes bancaires également. Alors ça a duré pendant plus de 5 ans, donc... j'ai retrouvé quelqu'un par la suite qui a été lui-même impacté par du harcèlement. Ses proches familiaux étaient contactés pour diffuser des informations diffamatoires et potentiellement problématiques pour lui auprès de sa famille. Certains messages que j'avais faits dans ma boîte mail étaient envoyés à mes proches pour m'humilier. J'ai eu vraiment des choses très humiliantes, quoi. Il a utilisé des échanges... il s'est fait passer pour moi auprès de personnes en les poussant à bout pour qu'ils divulguent des informations sur moi. Ça a été renvoyé à mes parents. Enfin,
Tout. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, à ce moment-là, j'étais auto-entrepreneur, en plus de mon poste salarié. D'accord. J'avais aussi une micro-entreprise, j'avais une ruche. Je sais pas si tu connais la ruche qui dit oui. Non. C'était les prémices de l'entrepreneuriat pour moi. Et la ruche qui dit oui, c'est un système qui permettait de créer des ruches. Et en fait, chaque ruche, c'était la possibilité pour acheter ses fruits et ses légumes et ses produits à des agriculteurs directement. D'accord. Donc je faisais ça dans le 15e, c'était en plein Paris. Et en fait, on avait des agriculteurs, souvent bio, mais pas toujours, qui venaient nous apporter des produits d'hyper haute qualité et qui étaient hyper bons en plus. Et donc, je le faisais en micro-entreprise. Mhm. Je faisais des choses aussi sur ça, avec des messages très hard, quoi. Imagine comment on peut faire un message très hard qui salisse une femme. Ben voilà, c'était ce genre de message que j'avais. J'avais tout le temps des messages, des appels, enfin, voilà. Et en fait, ça te met... j'ai eu plein de trucs comme ça où ça te met dans un esprit où ça travaille ton mental, tu vois. Moi, je me réveillais tous les matins en me disant sur quoi ça va tomber aujourd'hui, tu vois. Et j'avais abandonné de résoudre ce problème. Je vivais avec, et puis j'encaissais. Et puis un jour, c'est allé plus loin. Si on peut dire, c'est allé plus loin. J'ai eu un huissier chez moi, avec un petit document qui faisait une épaisseur comme ça, en me disant qu'on me demandait 15 000 euros. 15 000 euros sur toutes les charges du foyer depuis que je l'avais quitté. Simplement parce qu'on était encore pacsé. Et que la loi mentionne qu'on doit assistance au conjoint, machin, patin, couffin. Et donc là, j'ai une avocate qui m'a aidée et qui, en fait, a ouvert la boîte de Pandore en découvrant ma vie telle que je la vivais avec ce truc-là, et qui m'a dit, mais en fait, vous n'avez rien fait. Je dis, bien sûr, j'ai porté plainte, c'était classé sans suite. Et en fait, elle m'a aidée par différentes choses à obtenir gain de cause sur ça et à me sortir de ce truc-là, en fait, de ce truc-là. J'ai eu ça, j'ai eu un autre conjoint qui m'a battue. Alors ça travaille le mental aussi. qui en fait... quand je te le raconte, là, je regrette déjà de le raconter. Hein. Mais en même temps, je me dis, il faut en parler. Parce qu'en fait, ça montre aussi que... tu vois, il y a un portrait robot de la femme battue. Tu vois, on se dit, c'est la dame qui a peut-être un certain âge, qui est peut-être... pas très éduquée, tu vois. Moi, j'ai eu accès à des études, tu vois, j'avais un bac plus 5. Mais en fait, tu rentres dans un engrenage. Et je pense qu'en plus, ça... tu vois, c'est petit à petit que la peur s'installe. Moi, je me souviens de détails qui, en fait, finissent par la fatigue à ne plus être surmontables. En fait, comme... tu vois, la pression, elle peut s'exercer par te réveiller en pleine nuit, en s'énervant, et ça va pas, et machin, etc. Donc tu deviens fatigué, et comme c'est continu, tu vois, le matin, ça arrivait qu'il fallait choisir entre mon ordinateur et mon portable, par exemple, pour pouvoir partir. C'est arrivé qu'il cachait mon passeport, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Ouais, et en plus, t'as la pression de te dire, comment ça se fait que de nouveau, je suis retombée sur un taré, quand même. Il y a quand même un pattern. Là. Ouais, donc ça, c'était l'un après l'autre. C'était le deuxième. Non, ouais, c'était après. Ouais. Ok. Ça a duré beaucoup moins longtemps. Ouais, bravo. Et puis, un premier acte très loin de la bienveillance, un acte physique, tu vois, une claque, en fait. Et puis, j'essaie de m'en sortir, mais j'arrive pas. Parce qu'en fait, quand je lui dis que c'est fini, il veut pas, tu vois. Et il reste, puisqu'on habite ensemble. Et donc, en fait, heureusement, ça n'a pas duré non plus hyper longtemps. Comment tu ressors de ça ? Alors, sur le coup, comme une merde, clairement. Surtout que c'est la police qui m'a aidée à m'en sortir. Le jour où ça a vraiment dérapé fort, j'étais en mode survie. J'ai trouvé une façon de crier. Parce que je me suis dit, Laëlys, tu vas canner là. Aujourd'hui, c'est con, mais ça va s'arrêter là. Wow. Je me suis dit, putain, c'est con, ça va. Et je me suis dit, ah non, ça va pas s'arrêter comme ça. Alors là, moi, j'ai encore des trucs à faire. Je vous dis, les gars. Ravi que tu aies eu ça. Wow. J'ai encore des trucs à faire là. Donc, heureusement, et Dieu merci, j'étais au rez-de-chaussée. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre rapidement, à crier au secours. Et là, qui referme la fenêtre, il me rebalance. Et en fait, c'est ce au secours qui a été entendu par des personnes qui passaient. Ils ont appelé la police et la police est venue. Ah. Et ça a toqué. Police. Et cet idiot est allé ouvrir, Dieu merci.
Et du coup, ils m'ont emmené au poste. On m'a demandé de porter plainte, ce que j'ai fait. Et il a eu 9 mois de prison avec sursis. Qu'il n'a pas fait, puisqu'il y a du sursis. Ouais. Mais on sort de ça comme une merde, tout bonnement, parce qu'on se dit, déjà, en fait, comment t'as pu ne rien voir ? En fait, on se dit, c'est pas possible, en fait, d'être tombé 2 fois sur des fous, quoi. C'est pas possible. Mais au final, je crois que je regrette rien de ce chemin-là, tu vois. Parce que j'ai toujours un cœur de beurre, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'ai un mental d'acier, tu vois. Ah. Avec un petit cœur de beurre. C'est vrai, c'est... Ouais, je sais pas trop quoi te dire de plus sur ça. Si tu avais un conseil à donner peut-être à une femme ou un homme, je sais pas, qui vivrait une situation similaire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je sais pas vraiment si... Moi, je pense pas avoir été... Je sais pas si j'ai bien joué mes cartes dans ces situations-là, quoi. Franchement... Quand t'en es sorti, en tout cas. Ouais, mais après, j'ai eu 2 amis aussi qui étaient... un soir, je leur racontais un peu, et puis j'expliquais un peu, je galérais un peu à expliquer mon truc, et puis d'un coup, j'ai... Une des 2 copines, j'adore, elle a un fort caractère, elle me dit « Bon, Élise, putain, qu'est-ce que tu m'as raconté ? C'est quoi la prochaine histoire ? Il te bat, c'est quoi ?» Et là, je fonds en larmes. Et en fait, elles m'ont boosté aussi. Elles m'ont dit maintenant, voilà, ok, on va faire comme ça, clac, clac, clac. En cas de problème, tu nous appelles, on saura que c'est la galère. Sinon, tu nous fais des messages, etc., etc. Alors sur le coup, d'ailleurs, ce jour-là, je leur ai téléphoné. Mais en fait, la police est arrivée avant elles. Et heureusement, parce que j'aurais pas voulu en fait les mettre dans cette situation-là. Mais peut-être le seul conseil, c'est de pas s'isoler, d'essayer de garder quand même de l'énergie et de se dire que la vie continue, en fait. La vie continue. Faut pas avoir honte aussi. Clairement, tu vois, là, c'est la première fois que j'en parle. Je pense que je vais regretter en sortant. mais en fait, non. Pourquoi j'en parle ? Parce que là, j'hésitais. Je me disais, est-ce que je raconte ça ou pas ? J'en parle justement pour se dire... Faut pas avoir honte, en fait. Faut pas avoir honte. Ça fait partie... Ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois ? En tout cas, merci de ton partage, parce que je pense qu'il y a... Aussi difficile que ce soit, et j'entends, c'est émotionnellement challengeant. Mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui ont vécu ces choses-là à se sentir pas seuls. Beaucoup de gens qui le vivent peut-être, et qui peuvent entendre certaines des choses qui se sont passées pour toi, qui peuvent les aider aussi. Et voilà, pour moi, c'est aussi l'intérêt peut-être de ce podcast, c'est d'aller au-delà de juste nos sociétés, nos activités, et comment on peut contribuer les uns les autres à un autre niveau. Ouais. Donc merci pour ta transparence sur ces sujets. Je t'en prie. Et peut-être pour le coup changer un petit peu, tu me parlais pas mal de mentorat tout à l'heure, de mastermind. Là avec tes copines aussi qui t'ont boosté, qui étaient là à t'épauler. Je suis curieux de savoir cet entourage finalement. Ça a l'air d'être quand même un sujet fort, comme ça aussi avec ton mari maintenant. Comment tu vois ça et l'impact que ça a dans ta vie, autant personnelle que professionnelle ? Mais ça a un impact hyper positif. C'est vrai que le réseau, c'est un truc hyper important. Ça, c'est clair. Et surtout, l'entrepreneuriat, je trouve que ça favorise la solitude, tu vois. C'est quand même assez... facile, je trouve, de tomber dans un... Parce qu'en fait, on a des agendas hyper chargés. Si on veut que ça avance, notre business, il faut quand même charbonner. Donc, en fait, on se retrouve dans un agenda où on a plein de trucs à faire et c'est hyper facile de s'engouffrer dans ça, tu vois. Donc, rapidement, je me suis dit, il y a ça, il y a le risque de l'entrepreneur solo, et puis je trouve il y a le risque aussi de devenir un vieux con, tu vois. Alors moi, j'espère vraiment que jamais je vais devenir un vieux con. D'ailleurs, j'ai dit à mes proches,
les gars, vous me prévenez, quoi. Je commence à riper, là, je veux le savoir, franchement. Parce qu'en fait, quand t'es dans ton truc et tout ça, et puis, ouais, c'est rapide, tu vois. En plus, à partir du moment où tu commences à recruter des salariés, etc., moi j'ai dit à tout le management committee, je veux que vous me disiez les choses, vraiment. Je considère que moi, je suis le manager, mais vous aussi, vous pouvez manager votre manager. Ça se fait dans les deux sens. Super. Et parce que c'est trop rapide, en fait, de finir par s'auto-accorder avec soi-même parce qu'on n'ose pas te dire les choses. En fait, tu fais des grosses conneries, mais personne ose te le dire, tu vois. Il n'y a rien de pire, tu vois. Et je trouve que l'entrepreneuriat, et quand on dirige une entreprise, sans actionnaires, j'imagine que quand on a des actionnaires, on a justement des gens expérimentés qui nous challengent dans nos décisions, etc. Moi, j'ai pas l'inconvénient d'avoir à reporter à des gens, mais j'ai pas l'avantage d'avoir des gens qui me donnent du feedback sur ce que je fais, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que chez J'affiche complet, on a créé un management committee qui est très soudé. Et pour moi, c'est eux mes managers, tu vois. C'est eux mes managers. Et d'ailleurs, il y a un truc, une fois quand j'étais en vacances, qui m'a fait hyper plaisir, c'est que on parlait d'une décision, etc. Et ils m'ont dit, oui, bah ça, non, je l'ai passé au management committee, sur le fait qu'ils m'avaient pas fait valider le truc, mais ils l'avaient passé au management committee et ça valait pour décision. Et j'étais tellement contente. Je me suis dit, mais genre, j'ai eu un sentiment d'accomplissement, tu vois. Je me suis dit, ça y est, on a créé cette cellule décisionnaire. Et tu vois, moi, j'en parlais avec Claire, qui est responsable data chez J'affiche complet tout à l'heure. On parlait du fait d'avoir un bras droit. Moi, je considère que j'ai pas vraiment de bras droit chez J'affiche complet parce que la voix de chacun compte pour un, en fait. Et la mienne aussi. C'est-à-dire que parfois, on prend des décisions sur un truc. Moi, j'étais pas favorable, mais la majorité pense que c'est une bonne idée. On y va, tu vois. Alors, occasionnellement, mais c'est vraiment rare, ça m'arrive de poser un veto, mais je pense que ça a dû m'arriver une fois en 2024, tu vois. D'accord, ah oui, donc c'est ouais. Ok. Donc, pour moi, ça, c'est déjà mon premier réseau, tu vois. Et c'est que des gens avec qui je suis tellement contente de bosser. C'est des filles et des mecs de fous, quoi. Je suis hyper contente. Donc, c'est mon premier réseau. Et après, bah, y a tous les collègues entrepreneurs. Et puis, il y a le réseau de partenaires de travail aussi, qui est aussi hyper riche. Voilà. Je suis aussi dans un mastermind en ce moment pour la partie plutôt marketing digital. Ok. Donc ça, c'est aussi riche parce que c'est des collègues qui sont dans des domaines parfois complètement différents. Tu vois, des collègues qui sont en B2C sur du loisir créatif, tu vois, vraiment à des années-lumière de notre domaine qui est un peu plus B2B, etc. Mais c'est hyper riche. Voilà, puis j'ai recréé des petits masterminds avec des collègues. Donc voilà. Joli. Et curieux de savoir pour toi aujourd'hui quels sont les moments de plus grande fierté. Alors, je crois que tu nous en as déjà partagé là quelques-uns de tes forts. Ouais. Mais c'est quoi dont tu es le plus peut-être fière, plus heureuse au travers voilà, de ton chemin déjà passé et peut-être aussi savoir un petit peu qu'est-ce qui t'anime pour la suite. Ce dont je suis plus fière... Je crois que ce dont je suis fière, c'est que tous les jours, on apporte notre pierre à l'édifice pour faire la différence dans un domaine d'activité. Tu vois. Je me dis vraiment, on a apporté, on a une mission un peu de Robin des Bois, tu vois, de transmettre aux acteurs de la location saisonnière la même qualité de revenu management que ce qui se fait dans les grands groupes et dans l'hôtellerie, tu vois. C'est vraiment ça qui nous anime. Et il y a un côté Robin des Bois, tu vois, apporter les méthodes des grands groupes à des plus petites structures. Et le fait qu'on fasse cette mission-là tous les jours, ça me rend fière, tu vois. Je me dis, on apporte une vraie pierre nouvelle à l'édifice, tu vois. Une vraie pierre qui n'existait pas avant nous. Tu vois, on a vraiment été pionniers sur ça. Et peut-être pour clarifier l'audience que vous ciblez avec J'affiche complet, ça peut aider pour les gens qui nous écoutent. On travaille pour tous les acteurs de la location saisonnière, donc les loueurs saisonniers, les conciergeries, les sous-loueurs professionnels, les agences IMO et les gîtes et maisons d'hôtes. Ouais. Donc du particulier jusqu'à plusieurs milliers, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Ouais, ça me rend fier. C'est beau. Merci.
Et pour le coup, le temps passe très très vite. J'aurais aimé qu'on ait 2-3 fois plus le temps. Mais ravi de recontinuer peut-être une autre fois. Avec plaisir. Mais pour aujourd'hui, on a une tradition donc sur ce podcast qui est que le dernier intervenant, finalement, ou l'intervenant qui est passé juste avant toi, pour le coup, t'as laissé une question sans savoir que c'était toi. Ok. Et voilà, je te demanderai une question à l'écrit. Parce qu'on a peut-être une autre personne qui nous attend. Donc Ok. on ne le dira pas. Mais j'ai ta question qui nous attend, qui est juste là. Et qui me dit, peux-tu nous raconter une anecdote avec l'un de tes premiers clients ? Ouais, une anecdote avec l'un de mes premiers clients, c'est que il me demandait... En fait, l'un de nos premiers clients me demandait, plutôt que d'être formé, de pouvoir déléguer le revenu management. Et je lui ai dit non 3 fois. Vraiment, je disais non, franchement, je veux pas le faire, quoi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après je me suis dit, Élise, t'es bien bête quand même. Si c'est ça dont les gens ont besoin, il faut y aller, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que le service, la possibilité de déléguer le revenu management est née, en fait, chez J'affiche Complet. Voilà. D'accord, donc sacré cadeau au final, parce qu'aujourd'hui... Ouais, c'est clair. Sacré cadeau, parce qu'aujourd'hui, c'est une part importante de notre activité, ça c'est clair. Ouais. Bon. Eh ben, super, Élise, encore un grand merci. Merci à toi, Sébastien. Pour ton temps aujourd'hui, un grand merci à toi. tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Mais donc voilà, Élise de J'affiche Complet. Et ben voilà, clairement ravi aussi de voir comment les gens peuvent te contacter. C'est quoi le meilleur moyen de rester en contact avec ce que tu fais, ce que tu partages ? Alors, pour rester en contact avec le contenu qu'on fait, on a la chaîne YouTube, la chaîne J'affiche Complet, où on propose beaucoup de contenu gratuit pour aider les loueurs, les gestionnaires de biens. Et sinon, pour m'écrire directement, ça peut être sur LinkedIn. Ok, super. Voilà. Donc, Élise Ripoche sur Élise LinkedIn. Ripoche. Voilà, c'est ça. Magnifique. On mettra les liens en commentaire. Dans la description. Un grand merci, Élise. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très